Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. En 1952, nouvelle entrée au français pour jouer 10 ans plus tard son second Britannicus. Nouvelle mise en scène de lui, nouveau scandale. Je suis arrivé en scène et avant que j'ouvre la bouche, des huées et des sifflets, des applaudissements, des cris, des gens qui se sont mis à se battre dans la salle, qui se prenaient aux cravates, des insultes. Enfin, c'était incroyable. J'ai attendu peut-être 5 minutes, et 5 minutes ça paraît 1 heure en scène. J'avais la sueur qui commençait à couler, les cheveux mouillés par la sueur qui me dégoulinaient sur la figure comme j'avais mis de la poudre rouge métallique pour avoir l'air roux dans le rôle de Néron. Tout ça se mélange au maquillage. La cuirasse n'avait pas eu le temps d'être faite en fer, elle était faite en carton très très dur, elle s'est crevée. Enfin, j'ai été dans un état, tu ne peux pas imaginer. Et mes camarades ont cru que j'allais faire baisser le rideau. Et comme j'aime la lutte, ça a commencé un peu à m'exciter. Et ça a duré comme ça pendant 2 mois, tous les soirs. Et puis après, un jour, plus rien. Mais le premier jour d'ailleurs, où il n'y a plus rien eu, il me manquait quelque chose. J'avais pris l'habitude de me battre. Je me laissais mourir et je commence à vivre. M'aiderez-vous, Shakespeare, à louer mon amant? Vous qui par la chance d'un livre fîtes le vôtre en nous vivre éternellement. Il était un acteur de la troupe inconnue qui vous statufiait avec des oripeaux. Un jeune acteur français qu'il avait dans la peau, dans cette peau de l'âme nue. Jean Marais est né place d'Yvette à Cherbourg le 11 décembre 1913. Il quitte la ville à l'âge de 4 ans pour Paris. On se souvient de Jean Marais pour les grands rôles qu'il a tenus au cinéma et qui restent en ce qui me concerne de beaux souvenirs d'enfance. Le Capitaine, le Bossu et ensuite la série des Fantomas. Avant cela, une longue et riche collaboration avec Jean Cocteau qui réalise avec lui son chef-d'œuvre La Belle et la Bête. Jean Marais fut à la fois homme de théâtre, cascadeur, décorateur, sculpteur, peintre, potier. La notoriété de ce touche-à-tout était tout à fait incontestable. Il termine sa vie dans le sud de la France où il meurt le 8 novembre 1998. Mais que reste-t-il de Jean Marais à Cherbourg? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des Cherbourgeois. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez une petite minute pour répondre à un questionnaire façon question pour un champion? Oui. Bah super, Benoît. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. Plus tard, à Paris, je commence à faire quelques figurations. Mais c'est ma rencontre avec Jean Cocteau en 1937 qui marque le début de ma carrière d'acteur. J'enchaîne les rôles dans L'Éternel Retour, La Belle et la Bête, Les Enfants Terribles. Puis ma carrière se tourne vers des succès plus populaires comme Le Bossu, Le Capitaine Fracasse ou encore la série des Fantomas. À noter que je réalise moi-même la plupart de mes cascades. Mais je suis aussi peintre, sculpteur, potier reconnu. Je me retire dans le sud de la France où je meurs le 8 novembre 1998. Je suis... Jean Marais. C'est Jean Marais. Évidemment, je ne pense qu'à lui. Jean Marais. Jean Marais, ouais. Jean Marais. Un grand, cheveux gris, un peu... Jean Marais peut-être. Je vais trouver. Jean Marais, bien sûr. Si je vous dis... Daniel Auteuil. Jean-Marie, non. Moi je pensais Jim Morrison. D'accord. Jim Morrison, ouais. Daniel Auteuil. Jean-Marie, Jim Morrison. Mais quoi? Daniel Auteuil, il a joué aussi Le Bossu. Jean-Marie, c'est Jean Marais prononcé à la parisienne. Et Jim Morrison, il a au moins raison pour les initiales. Oui. Bon, alors Jean Marais est toujours populaire, oui, mais on aurait eu les mêmes réponses ailleurs, à Paris, Bordeaux, Grenoble. Je vois pas le rapport avec Cherbourg. Bah si, c'est évident. Souviens-toi. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. À Paris, je commence à... Jean Marais. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. Jean Marais. Né en 1913 à Cherbourg d'un père vétérinaire. Ah oui. À Paris, je commence à faire quelques figurations. Ma rencontre avec Jean Cocteau en 1937. Oui, bah ça y est, j'ai trouvé, Jean Marais. Qu'est-ce qui vous a fait deviner aussi vite? Bah, père vétérinaire, né en 1913, c'est Jean Marais.
Qu'est-ce qui vous a fait deviner aussi vite? Vétérinaire, Cherbourg, né 1913. Très bien. Né en, moins, mais... Père vétérinaire quand même. Tout le monde le sait à Cherbourg. Alors j'habite quand même depuis quelques années à Cherbourg, alors je sais. Tu vois, ce sont des réponses propres à Cherbourg. Le souvenir du père, Vilain Marais, est resté très fort dans cette ville. Plus que celui de son fils par moment. Que vous évoque Jean Marais? Rien. Non, désolé. C'est un acteur, mais... Voilà, je peux vous dire. Enfin, moi je l'ai jamais croisé à Cherbourg. Moi non plus, parce qu'il est resté peu de temps à Cherbourg, en fait. C'est parce qu'il est né à Cherbourg. J'ai déjà entendu parler comme un bon acteur, mais après... Un grand artiste. Personnellement, moi je ne trouve pas qu'il jouait admirablement. J'aimais pas du tout son ton de voix. Si, non, oui, il est connu, mais je veux dire, je mets pas un visage dessus, si vous voulez. Il nous semble qu'à Cherbourg, il est renié, pour renier la ville, mais disons qu'il n'avait pas une attention toute particulière alors qu'il y était né. C'est un petit peu le ressentiment de certains Cherbourgeois. Pas de tout ça. Moi je l'aimais bien. Voilà. Mais autrement, c'est un bon acteur. Voilà. On sent le malaise. Oui. Et lui-même, il n'a pas beaucoup d'intérêt pour sa ville natale. Alors que reste-t-il de Cherbourg pour Jean Marais? Ah, ça c'est la question. J'ai peu de souvenirs de Cherbourg. Je me souviens d'une grande maison triste. Devant la maison, la place d'Yvette. Immense à mes yeux d'enfant. Je me souviens, elle nous était interdite. Il y avait aussi la montagne du Roule, petite colline grise à laquelle je prêtais tout le mystère du monde. Pour Cherbourg, ma mère était la Parisienne. Son maquillage, si léger fut-il, choquait. Quant à mon père, je le connus peu puisqu'il partit à la guerre en 1914. Nous sommes allés place d'Yvette. Aucune trace de lui là-bas. Je me demande ce qu'en pense la municipalité. Par rapport à la municipalité, alors j'ai essayé de rechercher dans les années passées, de voir un peu les rapports qu'on avait eus avec Jean Marais. Alors c'était peut-être dans les années 80 où on devait faire appel à lui pour essayer de garder une image de Cherbourg. On cherchait une image de Cherbourg. Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est les artistes qui avaient les parapluies de Cherbourg? Est-ce qu'on ne doit pas, voilà, est-ce qu'on ne doit pas casser? Et puis, a priori, on n'a pas eu de résultat, quoi. Il n'y a pas eu de retour positif. Donc, il y a eu un certain sentiment un petit peu déçu, quoi. Mais c'est vrai que le résultat du micro-trottoir, il y a un malaise. Il y a des choses comme ça qui restent. C'est un bon acteur, c'est quelqu'un sûrement de très bien. Mais voilà, le petit désamour vient qu'on fait appel à lui, on se dit tiens, ça va donner une bonne image, et puis il y a ce petit rejet, quoi. Hein, et ça, c'est une déclaration amoureuse qui n'a pas été bien reçue. Mais que reste-t-il de Jean Marais à Cherbourg? Quand la ville a fusionné, il y avait doublon de rues. On avait donc à Octeville une rue qui s'appelait Victor Hugo, et à Cherbourg une rue qui s'appelait Victor Hugo. Donc cette rue Victor Hugo, on a demandé aux habitants de bien vouloir choisir un autre nom. Et les gens de la rue ont choisi Jean Marais. J'ai dit, on peut pas non plus quand même, c'est pas parce que il a boudé qu'on va dire non, il n'existe plus, quoi. Donc dans la panoplie dans le panel de propositions, il y avait Jean Marais. Et donc les gens ont choisi Jean Marais. Éloquent, non? Une rue à sens unique à la Bucaille. Oui, c'est plutôt froid comme hommage. L'histoire se termine là alors? Non. Nous avons rencontré entre autres un Cherbourgeois inconditionnel de Jean Marais. J'ai toujours aimé la musique. Quand j'étais gosse, ma mère me chantait des chansons d'amour. Et j'aimais ça. Aujourd'hui, j'aime encore les entendre. J'ai l'impression de revoir les visages d'autrefois. La musique, c'est les souvenirs qui vont du noir, du gris au blanc. Salut, tu m'as manqué, je peux pas partir. On oublie tout, on n'oublie rien. Les coups de cœur, les coups de chagrin, les yeux d'une femme, le sourire d'un copain. On oublie tout, on n'oublie rien. Il y a toujours un refrain pour te rappeler que c'était bien. Where in yesterday, morning haze, I hear the music play.
se souvient des trains de nuit sans jamais te faire regretter ni le présent ni le passé. Quand elle monte au coin d'une rue et fait revivre les voix qui se sont tues. La musique, c'est un enfant qui vous dit tout simplement, tu sais, je t'aime bien. Il y a toujours un refrain pour te rappeler que c'était bien. On n'oublie pas les je t'aime qu'on se donnait comme des lambeaux de bonheur pour arrêter le temps, pour avoir moins peur. J'ai toujours aimé la musique parce qu'il y a toujours un refrain pour te rappeler qu'on oublie tout, on n'oublie rien. En 1943, en pleine occupation, il y a un film qui est sorti, qui a eu un succès phénoménal, s'appelait L'Éternel Retour, basé sur le mythe de Tristan et Iseult. C'est un film de Jean Delannoy avec Madeleine Sologne. Et l'acteur principal avait déjà connu la gloire 5 ans plus tôt avec Les Parents Terribles de Cocteau sur scène. Mais là, ça a été un engouement exceptionnel. Enfin, la meilleure preuve, c'est que son pull, le pull jacquard qu'il portait pendant le film, a eu autant de succès, a été autant à la mode que quelques années plus tard, le blouson noir de Johnny Hallyday ou la frange des Beatles. Ensuite, il a été l'acteur fétiche de Cocteau pour ses plus grands films, Orphée, La Belle et la Bête, Le Testament d'Orphée, avant d'enchanter une autre génération avec des films comme Le Bossu, La Princesse de Clèves ou Fantomas. Aujourd'hui, à 70 ans, il revient, c'est l'éternel retour qui continue. Voici Jean Marais. Merci. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Alors Jean Marais, justement, quand j'ai dit à ma mère que je vous avais invité, elle m'a dit parle-lui du pullover, parce que c'est un truc, ça a été vraiment une mode folle, non, ce pullover jacquard? Ce pullover, il faut dire que je savais que j'allais tourner ce film depuis très longtemps. Hein. Jean Cocteau avait écrit le scénario, furieux que des propositions qu'on me faisait au cinéma, me disant que je devais jouer les héros, qu'il n'y avait que 2 grandes histoires d'amour depuis que la littérature existait, c'était Roméo et Juliette et Tristan et Iseult. Et il a écrit une version moderne de Tristan et Iseult. Et puis je suis parti en Italie tourner Carmen. Et dans une vitrine, un jour que je me promenais, j'ai vu ce pullover et je me suis dit ce serait très bien pour ce film et je l'ai acheté. Et tout le monde voulait le même, ça a été la marée mania. Tout le monde a copié ce pullover et on m'écrivait pour me demander les points du pullover. Mais moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire, les points du pullover. Alors vous êtes né quand même, avant la guerre de 14. Je suis né le 11-12-13, le 11 décembre 1913. Vous avez été un témoin de l'histoire privilégié, vous avez été aux premières loges pendant de longues années. Est-ce que je voulais poser une question toute simple, est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont de mieux en mieux ou de plus en plus mal sur Terre? Non, ça a toujours été mal. Ça a toujours été mal. Oui. Ça va pas mieux? Non, ça va pas mieux. Alors vous savez qu'aujourd'hui toutes les stars se battent pour des grandes causes et c'est pas mal d'ailleurs, mais enfin il y a vraiment un engouement de toutes les vedettes. Ça, c'est très pour sympathique, les grandes stars, c'est plutôt sympathique. Oui. Si Cocteau était là, à votre avis, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il se battrait pour des grandes causes comme ça? Il s'est toujours battu pour des grandes causes, oui. Ça lui a d'ailleurs fait beaucoup d'ennuis parce qu'il a signé beaucoup de manifestes contre des condamnations à mort, comme les Rosenberg, ou des gens comme ça. Et il continuerait. Immédiatement, on donnait une étiquette politique qu'il n'avait pas, car je suis comme il était, c'est-à-dire que on est en dehors de tout parti. Oui. Alors, il y a quand même, je sais pas, moi, la première fois que je vous ai vu, c'est il y a une semaine, je crois, vous aviez joué en matinée le samedi, en soirée le samedi, en matinée le dimanche, en soirée le dimanche.
Vous êtes arrivé au bar, vous avez commandé... C'est une joie, hein, c'est une de joie, mais jouer, enfin, c'est oui. pas... C'est un peu fatigant, quand même. Vous êtes arrivé, vous avez Non, demandé c'est pas fatigant. une vodka tonique et vous aviez une forme extraordinaire et vous m'aviez dit que la veille, vous étiez Oui. couché à 4 heures du matin. Oui. Alors, votre secret, c'est quoi pour avoir une telle forme? Bah, j'ai pas de secret. Si je le disais, ce serait plus un secret. Mais Ah, d'accord. Vous voulez pas en faire profiter les autres, Je n'ai alors. jamais eu de secret. J'ai eu la chance insolente d'avoir une bonne santé. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'autre secret? Non. Merci. Mademoiselle de Saint-Marc, est-ce que vous n'aviez pas quelque chose à me dire? À la prochaine halte. Halt! Alors? Et vous êtes sûr qu'il s'est sauvé? Oh, du haut de mes toits, je l'ai vu courir dans une ruelle et monter dans une voiture qui l'attendait. Ah, monsieur d'Artagnan, vous avez été merveilleux. Ah, si vous m'aviez vu il y a 20 ans. Eh bien, 20 ans après, je vous trouve superbe. Ah, vos compliments me vont droit au cœur. Mais n'aviez-vous pas quelque chose d'autre à me dire? Quelque chose d'autre? Eh, vous m'aviez juré de... Je me rappelle, le masque de fer. Eh bien, souffrez, monsieur, que j'emmène mademoiselle, votre fille, à l'écart pour écouter une communication qu'elle doit me faire. Alors, voilà une idée. Mais est-ce bien convenable? Raison d'État. Alors? Et maintenant, je vous écoute. Vous êtes aussi magnifique que je l'imaginais, monsieur d'Artagnan. Ah. Pourtant, vous me décevez. Mordios. Et pourquoi? Je vous croyais un superbe accent gascon. Ah, l'accent, je l'ai perdu. À Paris, avec mes illusions. Ah, vous m'auriez entendu il y a 20 ans. Santé. Où est le masque de fer? Oh, monsieur d'Artagnan, vous n'aimez pas les fleurs? Ah, détournez pas la conversation. Où est le masque de fer? Le masque de fer? Oui. Où il est maintenant? Et où est? N'en sais rien. Mais comment vous m'aviez juré? J'avais juré de vous le dire au moment où je vous le jurais. Et où était-il? Il était sur le toit en train de se sauver. Mordieu! C'est une honte! Ça, mademoiselle de Saint-Marc, vous l'avez bien mérité! Je finirai par croire que la raison d'État a pris un sens qu'elle n'avait pas dans ma jeunesse. Pour ceux qui savent encore dormir debout, pour les grandes personnes qui n'ont pas perdu leur enfance, pour ceux qui croient que l'impossible est possible, pour tous ceux qui ont aimé l'Éternel Retour, j'ai tiré du conte célèbre de Madame le Prince de Beaumont ce film. La Belle et la Bête. Voici d'abord la Belle. Belle. Même le parquet veut devenir votre miroir. Quant à la Bête... Et cette bête parle le langage des hommes. Oui, Avenant. Elle parle comme vous et moi. Est-ce qu'elle marche à quatre pattes? Qu'est-ce qu'elle boit? Qu'est-ce qu'elle mange? Il m'arrive de lui donner à boire. Est-ce un homme? Est-ce un monstre? Est-ce une bête? Non, je ne vous la montrerai pas. Nous devons tuer cette bête. Et prendre ses richesses. Mais sais-tu ce que c'est qu'une puissance magique? Je ne crois pas aux puissances magiques. Mon Dieu! Ce film était bien difficile à faire. Avons-nous réussi? N'avons-nous pas réussi? Je vous le demande. De toute manière, un pareil film n'était possible que grâce à une équipe de premier ordre. Écoutez la musique de Georges Auric. Voici le nom de notre illustrateur, Christian Bérard. Notre décorateur, René Moulaert. Notre costumier, Marcel Escoffier. Notre chef opérateur, Henri Alcan. Où sommes-nous? À quelle époque? En quel pays? Ceux de Gustave Doré ou de Vermeer de Delft? Reconnaissez les acteurs, mes amis, les vôtres. Puisque tu te trouves si mal ici, pourquoi ne retournes-tu pas chez la bête? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais pauvre sourde, pauvre aveugle, tu peux nous sauver tous de la ruine. La Belle, vous l'avez déjà reconnue. Et vous avez aussi reconnu ces trois personnages. Nous irons avec Ludovic, et nous tuerons cette épouvantable bête. C'est grand dommage que cette bête ne réclame pas les garçons. Elle te dévorerait et elle mourrait empoisonnée. Comte Gay. Oh, il m'a frappé! Voyou, canaille! Par les pattes.
Tu veux que je te casse la gueule? Laisse, Ludovic. Revenons me demander ton mariage. Conte triste, conte d'amour. Les sœurs sont trop belles. Et elles ont les mains trop blanches. Belle. Vous êtes la plus belle. Belle, toujours belle. Peu importe, belle. Belle, je l'ai vue, sa tête est atroce. Je sais que je suis très horrible. Notre film est un hommage à la grande mythologie française des contes de fées. Nous espérons que vous viendrez tous le voir. Merci. N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur. Belle, acceptez-vous que je vous vois souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours, et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Mon cœur est bon. Mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous en rendre compte. Tout ce qui se trouve dans ce château vous appartient. Exprimez vos moindres caprices. J'apparaîtrai chaque soir à 7 heures. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même. Quelle est cette question? Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Adieu donc, belle. À demain. Monsieur le substitut, comme il s'agit évidemment d'un malentendu, je vous serai très obligé de faire vite. Mes invités m'attendent. Vos invités? Oui, je fête mes fiançailles. Pas possible. Et vous savez, être dérangé un jour comme celui-là, c'est plutôt désagréable. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Croyez-vous? Enfin, je voudrais tout de même savoir de quoi on m'accuse. Eh bien, procédons par ordre. Vous êtes bien de Dantès, commandant du Pharaon. Oui. Vous n'avez jamais été bonapartiste. Alors, je me suis engagé dans la marine à 16 ans, j'ai presque fait le tour du monde. Alors la politique. Avez-vous des ennemis? Pas que je sache. Sait-on jamais?
Tenez, voici la lettre que j'ai reçue, et qui vous concerne. Elle me paraît d'une écriture déguisée. Je ne vous demande pas de reconnaître l'écriture, mais de me déclarer que cette accusation est fausse. Dites-moi que vous n'avez jamais rapporté aucune lettre de l'île d'Elbe, et je vous relâche immédiatement. Alors répondez. Si, monsieur le substitut. J'ai rapporté une lettre. La voici. Vous voyez une histoire de barrique de vin, rien de politique. Oui, mais cette lettre peut être chiffrée. Oh, monsieur le substitut. Oh, je sais pas dans tête. À l'île d'Elbe, on a dû trouver que vous aviez une figure loyale et honnête, et on s'est dit que personne ici ne se méfierait de vous. En somme, votre seul crime est d'être un brave garçon. Je ne peux tout de même pas vous mettre en prison pour ces crimes-là, ce serait vraiment exagéré. Alors vous allez me faire relâcher. C'est probable. C'est même certain. Et je m'en réjouis pour vous et pour moi. Comment pour vous? Oui, figurez-vous que moi aussi j'ai ce soir un bal de fiançailles. Une coïncidence qui m'amuse, et dont je veux que vous profitiez. Alors je vais être libre. Mais bien sûr. Votre liberté sera le petit cadeau que je ramènerai ce soir à ma fiancée. Oh, la mienne en ce moment doit être très malheureuse. Elle m'attend depuis un an. La mienne doit s'impatienter aussi. Ah, j'oubliais. Une dernière question. À qui deviez-vous porter cette lettre? On devait venir la chercher. Qui? Un certain monsieur Noirtier. Vous avez dit? Noirtier? Cette lettre, vous ne l'avez montrée à personne? Non, non, à personne. Très bien. Pour vous prouver ma bonne volonté, regardez ce que j'en fais. Plus aucune trace de lettre, maintenant. Vous êtes content? Merci, monsieur le substitut. À présent, vous et moi sommes seuls à Marseille à savoir si cette lettre a existé. Ni le nom si on vous en parle. Ni le hardiment, et vous êtes définitivement sauvé. Soyez tranquille, je n'irai. D'ailleurs, c'est très simple, il n'y a jamais eu de lettre. Jamais. Ni de monsieur Noirtier. Ni de monsieur Noirtier. Jurez-le. Tenez, sur la Bible. Levez la main droite et dites. Je le jure. Et maintenant, je peux m'en aller? On vous ramènera. Je vous demande d'avoir encore un tout petit peu de patience. Ayez confiance et laissez-vous conduire sans discussion. Comptez sur moi. Monsieur Barbarou, voici l'ordre. Regardez si tout est en règle. Ordre d'incarcérer Edmond Dantès au château d'If. Mon amour. C'est merveilleux. Mon amour. Oh, et dire que je croyais le bonheur une chose laide et malpropre. Je croyais que seul le malheur valait la peine d'être vécu. Rendre beau le bonheur, voilà le tour de force. Le bonheur est leste, Stanislas, il est absence de malheur. Mais si le bonheur est aussi terrible que le malheur, c'est magnifique. Mon amour. Regarde mon cou. Ce matin, mon médaillon semblait m'étrangler. La mort qui l'enferme me criait, tu veux vivre, ma fille, voilà du neuf. Je l'ai ôté dans ma chambre. Il y reste. Je le jetterai dans le lac, avec mon poème. Les poèmes que tu as brûlés à Crâne étaient des poèmes à mon adresse? À ton adresse. C'était donc de telles insultes? Oui, mon amour. Tu pensais donc à moi sans cesse? Mais j'étais hanté par toi. Tu étais mon idée fixe. Et comme je ne pouvais pas t'approcher, il ne me restait qu'à te haïr. J'achetais tes portraits et je les déchirais en 1000 morceaux. Rien de ce qu'on inventait contre toi ne me semblait assez abject. Tu n'écrivais pas. Tu m'écrivais. J'aurais dû te tuer dans ta chambre la première nuit. Et me tuer ensuite. Voilà sans doute une façon définitive de faire l'amour. Stanislas, tu m'en veux maintenant de quitter Kranz? Si tu restais à Kranz, c'est moi qui le quitterais. Si je restais à Kranz pour toi, pour vivre auprès de toi, si pour toi je renonçais à ce coup de force, tu quitterais Kranz? Tu me quitterais? Tout ce qui retombe est affreux. Ce sont tes propres termes. Sauvons-nous à toutes jambes, ma reine. Sauvons-nous à toutes jambes, toi d'un côté et moi de l'autre. Et rencontrons-nous en cachette, comme des voleurs. Je serai demain dans ma capitale. Dieu m'aide et que tout réussisse.
Sacre-moi reine, Stanislas. Oui, mon amour. Il me reste à donner des ordres à Félix. Monte à mes appartements, tu y trouveras Tony. Non. Non, il faut que j'apprenne à m'arracher de toi. C'est dur. Ce que nous entreprenons sera dur. Donne-moi du courage, ma reine. Je suis peut-être moins brave que toi. Un aigle à 2 têtes. Un aigle à 2 têtes. Et si on en coupe une? L'aigle meurt. C'est à la fête. C'est à la fête. C'est à la fête que je l'ai trouvé. Et à la fête que je l'ai perdu. C'était une grande fête. Une fête avec le tir à la carabine, et les gaufres, et les bières japonais, et les bouteilles de champagne, et les baraques, et les manèges. Et les manèges tournaient et mugissaient. Et les gaufres embaumaient, et les billards carambolaient, et les carabines tiraient. J'ai tiré à la carabine, je tire très bien la carabine, je m'en vante. Non, attendez, non, je me trompe. Non, je ne l'ai pas rencontré au tir, je l'ai rencontré au gaufre. C'est au gaufre que je l'ai trouvé. Les gaufres embaumaient, et elle en mangeait à pleines dents. Et elle a soufflé sur sa gaufre. Et j'ai été couvert de poudre blanche. Et elle riait. Et je lui ai dit, comment vous appelez-vous? Et elle m'a répondu, je vous le dirai après. Après, nous avons été au tir. Et c'est au tir que je l'ai perdu. Oh, au tir, je cassais toutes les pipes. Et à chaque fois, elle criait bravo. Et comme il ne restait plus de pipes, j'ai visé l'œuf du jet d'eau. Et en visant, je lui criais, comment vous appelez-vous? Et elle répondait, je vous le dirai après. Je tire, l'œuf saute, je me retourne. Elle n'était plus là. Je l'avais perdu. Je l'avais perdu à la baraque de tir. Et je l'ai retrouvé. Oh, je courais comme un fou. Je me cognais, on m'insultait. Et je l'ai retrouvé aux bouteilles de champagne. J'ai acheté des anneaux, une foule d'anneaux. Et j'ai envoyé des anneaux avec elle. Et je lui criais, comment vous appelez-vous? Et elle me répondait, après. Je vous le dirai après. Hop! Allons ensemble au balançoire. Ce sont de grandes balançoires qui montent et qui redescendent. On monte. Et on redescend avant de mourir. Et je l'ai perdu. Je l'ai encore perdu aux bouteilles de champagne. Au balançoire, personne. Et la nuit tombait. Et les lumières s'allumaient, les ombres bougeaient. Et je l'ai retrouvé. Oui, je l'ai retrouvé au manège. Le manège se mettait en marche et elle y montait. J'ai eu juste le temps de lui crier, dites-moi votre nom. Et de l'entendre me répondre, je vous le dirai après. Et l'orchestre se met en marche. L'orchestre et les carrosses d'or, et les miroirs et les lampadaires. Elle était toute seule, sur une baie d'apocalypse, qui se vissait jusqu'au ciel et qui se dévissait jusque sous la terre. Et à chaque tour, je la voyais en haut de sa vis de cuir. Et elle riait. Et elle montait, elle descendait. Et je criais, dites-moi votre nom. Et je devinais sa réponse à la forme de sa bouche. Et je l'ai perdue. Voilà comment je l'ai perdue. À chaque tour,
Je la voyais, qui riait, qui se cabrait. Et voilà que les carrosses ralentissent, que le manège tourne de moins en moins vite. Et l'orchestre s'arrête. Et tout s'arrête. Et je m'élance, car son animal se trouvait juste en face de moi. Et elle n'était plus sur son animal. Elle n'y était plus. Où était-elle? Je l'avais retrouvée pour la perdre. Et j'ai couru dans la fête. Et j'ai couru dans la poussière. J'ai couru dans les ombres. Et je criais, comment vous appelez-vous? Et personne ne me répondait. C'est à la fête que je l'ai rencontrée. C'est à la fête que je l'ai perdue. N'allez jamais dans les fêtes. On s'y trouve et on s'y perd, on s'y rencontre et on se cherche, car maintenant je la cherche. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je l'appelle Hep, Hep, Hep. Je la cherche. Je la cherche. Je la cherche. Et je ne la retrouverai plus. Cette musique est celle de La Belle et la Bête, le film préféré de Jean Marais. L'acteur a joué quelques-uns des plus beaux rôles du cinéma français, à commencer par L'Éternel Retour de Jean Delannoy, et surtout La Belle et la Bête, L'Aigle à deux têtes, Les Parents terribles ou Orphée. Tous ces rôles que lui avait écrit Jean Cocteau pour des films inoubliables. Par la suite, il est devenu un héros de cap et d'épée avec beaucoup de panache. S'il ne tourne plus guère, celui qui fut l'éternel jeune premier du cinéma a gardé à 75 ans son sourire et son don de sympathie. Jean Marais, comment avez-vous découvert le cinéma? Je l'ai découvert lorsque j'avais 4 ans à Cherbourg avec un film qui s'appelait Les Mystères de New York avec une interprète dont je suis tombé fou amoureux, j'avais 4 ans, hein, et qui s'appelait Pearl White. Voilà, et alors je suis sorti du cinéma où ma mère m'avait emmené et j'ai dit je veux être acteur de cinéma dès l'âge de 4 ans et je n'ai plus changé d'idée jusqu'à ce que je sois en âge de faire du cinéma. Des années 40 aux années 60, vous avez été l'éternel jeune premier. L'éternel, non, on n'est jamais éternel. J'ai tourné l'Éternel Retour, mais je n'étais pas éternel jeune premier. Est-ce que vous le deviez à votre seule beauté, comme certains le prétendaient à l'époque? Mais écoutez, ça c'est une chose très curieuse, parce que moi personnellement, je me suis jamais trouvé beau. Des gens me disaient que j'étais beau, je voyais dans les journaux, par exemple, il y a eu un critique de théâtre qui était un grand critique, qui s'appelait Pierre Bresson, qui a dit dans la première pièce que je jouais, quant à Jean Marais, il est beau, un point, c'est tout, il marquait. Est-ce que vous croyez à la direction d'acteur? Oh, je comprends, c'est même la chose la plus importante qui existe et sur laquelle je compte toujours. Vous avez rencontré beaucoup de grands directeurs d'acteurs? Je n'en ai rencontré en réalité qu'un seul. Jean Cocteau? Non, c'était Luchino Visconti. J'ai travaillé que 2 fois avec lui. J'ai fait Nuit Blanche avec Luchino Visconti, un film, et au théâtre, j'ai fait 2 sur la balançoire. Et j'ai été émerveillé par cette direction. Et d'ailleurs, je me disais que c'était triste, que j'étais un peu désespéré de ne pas trouver moi-même les choses qu'il m'indiquait. Et Jean Cocteau? Jean Cocteau était un merveilleux metteur en scène, mais surtout de mouvement, d'esprit, d'esthétique. Il mettait très bien en scène, je dois dire, les dames âgées et les messieurs âgés. Mais pour les jeunes, je n'étais pas d'accord. Mais c'est peut-être aussi parce que
j'avais peur d'être trop influencé par lui et je luttais contre ses indications. Et il me disait, mais enfin, tous les grands acteurs acceptent mes indications, et toi qui es jeune et débutant, tu les refuses. Et c'est peut-être mon seul remords, parce que je lui ai fait de la peine. Jean Renoir, vous avez tourné avec Jean Renoir? Oui, Jean Renoir, j'ai tourné avec Jean Renoir et je comptais beaucoup sur Jean Renoir. D'ailleurs, il y avait des années que j'avais envie de tourner avec Jean Renoir, depuis que j'avais vu La Grande Illusion, et les producteurs le savaient. Et alors du coup, ils m'ont offert la moitié du prix que j'avais habituellement, parce qu'ils savaient que j'avais envie de tourner avec Jean Renoir. Et pour cette différence de prix, j'aurais pu m'acheter un Auguste Renoir, que j'admire aussi énormément. Mais il m'a déçu en tant que metteur en scène, pas en tant que metteur en scène en général, mais en tant que pour indiquer aux acteurs, oui. Quel est celui de vos films que vous préférez? Eh bien, c'est Orphée, mais je ne m'aime pas, moi, je ne parle pas en tant qu'acteur. Je ne m'aime pas dans Orphée, comme je ne m'aime pas dans La Belle et la Bête, mais ce sont mes deux films préférés. Et dans la nouvelle génération, est-ce qu'il y en a avec qui vous souhaiteriez tourner, des gens comme Doyon, par exemple, Godard, René? Oui, mais Godard, par exemple, j'avais accepté de tourner... Je vous salue Marie, non? Oui, c'est ça. Mais il a eu raison. Après, il ne m'a plus donné de nouvelles. Et j'ai vu qu'il avait pris un Joseph jeune, en quoi il avait raison. Mais sur le premier scénario qu'il m'avait envoyé, il y avait en photocopie ma photo avec la barbe au moment où je jouais le Roi Lear au théâtre. Et donc, au départ, il voyait Joseph comme ça. Et après, il a dû se dire, mais Joseph ne devait pas être si âgé. Et il a eu absolument raison. Est-ce que vous tourneriez encore volontiers? Ah oui, bien sûr, pourquoi pas. Et quoi? Il n'y a pas longtemps que j'ai tourné, il y a 2 ans. Lien de parenté, mais ça n'a pas eu de succès. Et pourtant, c'était un sujet que j'adorais et un rôle que j'adorais. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Oh, n'importe quoi, du moment que le rôle est beau et que le sujet soit beau aussi. Dans son film Le Dernier Métro, François Truffaut a emprunté un épisode de votre vie personnelle. C'est cette correction que vous avez infligée à la critique. Oui, mais là, vous parlez théâtre. Je croyais qu'on faisait une émission pour le cinéma. Oui. C'était un critique de théâtre, Alain Lobreau, qui était un très grand collaborateur. Ça se passait pendant l'occupation. Oui, mais la trace en est restée, non? Film. Et je ne l'ai corrigé pas à mon propos, parce que pour moi, je ne corrigerai pas quelqu'un. Mais... un mois avant la générale de la pièce, qui était une nouvelle pièce, il avait dit à un journaliste du Petit Parisien, j'ai décidé d'éreinter Jean Cocteau. Et je trouvais ça très injuste. J'ai dit à ce jeune journaliste, j'ai dit, vous pouvez lui dire que s'il le fait, je lui casserai la figure. Et il l'a fait dans des termes qui n'étaient même plus une critique de théâtre. C'était comme une lettre de dénonciation qui aurait pu faire arrêter Jean Cocteau. Il parlait de l'opium, de toutes sortes de choses. Et donc, comme je me crois obligé de faire ce que j'ai dit que je ferais, alors je l'ai corrigé. Mais c'était beaucoup plus terrible que dans le film de Truffaut, parce que Truffaut a eu la gentillesse de me demander de se servir de cette anecdote. Et j'étais très fier qu'il le fasse, parce que j'ai une grande admiration pour Truffaut. Mais le critique que j'ai corrigé était en sang, tandis que dans le film, il n'est pas en sang. Et voilà, j'ai toujours espéré tourner avec Truffaut, parce que à chaque spectacle de théâtre que je faisais, il venait et après il m'envoyait une lettre dithyrambique et très belle d'ailleurs, et je pensais toujours tourner un jour avec lui. Il m'a jamais demandé. Finalement, vous n'avez aucun regret en ce Non, moment. j'ai jamais de regret. Ni de regret, ni de remords. Je m'arrange pour être heureux dans la vie. Mal de dents, mal d'amour,
Ainsi parle notre rêve, ainsi parle un secret lourd, parlent nos amours trop brefs. Mal d'amour, mal dedans, ainsi s'expriment les cartes lorsqu'on veut lire dedans pour que le destin s'écarte. Mal d'amour, mal divin, ainsi s'expriment les astres. Je souffrais trop et tu vins comme un radieux désastre. Mal de corps, de l'âme mal, qui nous mine et nous emporte. Ce n'est rien, le principal, c'est de chanter à ta porte. J'ouvrirai ta porte ce soir, et ton sourire cependant me laissera apercevoir le joyeux éclair de tes dents. J'ouvrirai ta porte ce soir, ce soir, ce soir. Mal dedans, mal d'amour par trop malin, mal d'amour et tour à tour, un mal atroce et divin. Ainsi mon chant s'achève et mon cœur chante à son tour, comme chante notre rêve. Mal dedans, mal d'amour, mal d'amour, mal d'amour. Quel est le nom de votre compagnon? Ah ben, je vous présente Valouk. Valouk le Magnifique, c'est son vrai nom. C'est un chien qu'on m'a donné pour me remercier. C'est la télévision canadienne qui m'a donné ce chien. Pour me remercier d'avoir été au Canada pour une interview. Et quand je l'ai vu, quand ils sont arrivés avec le chien, je dis mais je veux pas de chien, moi je voulais plus de chien depuis la mort de mon Moulouk que j'ai eu. Je voulais plus de chien. Et puis en même temps, je le voyais, je voyais ses yeux bleus extraordinaires, mais surtout, c'était exactement Moulouk petit. Moulouk, c'était comme ce chien, sauf qu'il n'avait pas les yeux bleus. Et alors je me suis dit, c'est peut-être le bon Dieu qui m'envoie, comme j'ai pas eu Moulouk petit, puisque je l'avais trouvé à la guerre. Alors je me suis dit, c'est peut-être le bon Dieu qui m'envoie le chien petit, c'est peut-être une réincarnation de Moulouk, mais c'est pas une réincarnation du tout, il n'est pas du tout comme Moulouk. Moulouk, c'était un chien exceptionnel, tout le monde dit ça de son chien, mais c'était vrai, tout le monde était d'accord là-dessus. Moulouk était un chien que j'avais trouvé à la guerre, en 1939, et qui était attaché à un arbre dans la forêt de Compiègne, et il était sur son derrière,
assis, les oreilles droites, l'air assez féroce. Et alors, j'ai eu un coup de foudre. Et alors, je me suis approché de lui, je l'ai détaché, et je ne l'ai plus jamais réattaché de sa vie. Je ne suis pas superstitieux, mais la chance a commencé à m'arriver avec Moulouk. Parce que, au fond, ce qui m'a fait partir dans ce métier, c'est le film L'Éternel Retour. Eh bien, j'ai dû mon succès à L'Éternel Retour pour deux choses. Pour un poulet vert et pour mon chien. Ces deux choses ont fait que j'ai eu un énorme succès. Et toute ma vie, j'ai eu l'impression que Moulouk me protégeait. J'avais l'impression que c'était un ange gardien déguisé en chien. Moulouk a été pris d'une passion pour moi comme moi pour lui. Quand Jean Cocteau a écrit L'Éternel Retour pour le chien et moi, il disait, en riant bien sûr, il disait Tristan et Iseult, c'est pas Madeleine Sologne et Jean Marais, c'est Moulouk et Jean Marais. Et ce chien était extraordinaire, il prenait le métro tout seul, il allait au rendez-vous, quand il ne tournait pas, quand il n'était pas acteur dans le film, il était toujours derrière la caméra, on disait couper, il se précipitait sur moi, même si j'étais à cheval, il montait sur le cheval. Moulouk et Valouk, ce sont des chiens de traîneau de l'Alaska, et naturellement, ils détestent la chaleur, ils n'aiment que le froid. Je l'ai vu lui dormir une nuit entière dans la neige, par exemple. Eh bien, Moulouk, détestant la chaleur, je l'ai vu faire une chose extraordinaire pendant la guerre. Il savait que j'avais froid, il sentait que j'avais froid. J'avais un sac de couchage que Yvonne Debray m'avait envoyé. Eh bien, Moulouk se mettait de lui-même, se mettait dans le sac de couchage pour me réchauffer. C'est des choses incroyables et fantastiques, je trouve. Celui-là est un chien très indépendant, assez égoïste, s'occupant que de lui. Alors, c'est pas lui qui se coucherait près de moi pour me réchauffer. Alors, ça, pas du tout. Moulouk et vous, c'est comme une histoire d'amour, au fond. Ah oui, c'était une histoire d'amour. C'était une grande histoire d'amour. Moulouk était archi connu, enfin on le reconnaissait, même la nuit, j'entendais des gens qui disaient c'est Moulouk. Tout le monde le connaissait. Et un jour, par exemple, je me suis engagé dans la division Leclerc à Paris, après la libération de Paris, et bon, j'ai ramené Moulouk. J'étais simple soldat, mais je me suis arrangé avec des autres soldats. J'ai pas demandé à des officiers, j'ai demandé à des soldats si je pouvais amener mon chien. Naturellement, quand je leur ai présenté le chien, ils sont tous tombés amoureux du chien. Ils m'ont dit emmène-le, emmène-le. Bon, et je suis parti de Paris avec la division Leclerc, et j'étais sur un Dodge décapoté. Il y avait toute la foule qui regardait sur les trottoirs la division Leclerc passer, et tout d'un coup, moi j'étais invisible, puisque j'étais habillé en soldat, parmi d'autres soldats, j'étais complètement invisible, et il y avait Moulouk à côté de moi, et j'ai entendu des gens dire, mais c'est Moulouk, mais c'est le chien de Jean Marais, mais c'est Jean Marais, et les gens se sont précipités sur moi, et m'ont offert des gâteaux, m'ont offert des apéritifs, m'ont offert toutes sortes de choses. Et mes camarades qui ne me connaissaient pas parce qu'eux venaient d'Afrique, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il est nouveau dans la division, nous, on a délivré Paris, et c'est à lui qu'on fait la fête, c'est pas normal. Alors ils ont posé des questions, on leur a expliqué que j'étais acteur, et que mon chien aussi était acteur. Il est tombé malade le jour de la mort de Marcel Cerdan. Et j'ai été affolé, il avait des espèces de râles. C'était près du théâtre, le théâtre de la Madeleine où je jouais Chéri. Et je me suis mis à pleurer, j'ai appelé le vétérinaire, je me suis mis à pleurer, mais j'avais honte de pleurer. J'étais au restaurant à côté du théâtre.
Et j'attendais le vétérinaire là. Et alors, mon directeur de théâtre a appris que j'étais assez minable. Il est venu me voir en me disant, je ne savais pas que tu avais tant d'affection pour Marcel Cerdan. Et alors, j'ai encore eu plus honte. J'ai dit, écoutez, je m'excuse, c'est pas pour Marcel Cerdan que je pleure, c'est pour Moulouk. Et après, pendant 2 ans, je me baladais avec des seringues, avec du Solucan, avec tout ça. Il tombait en syncope dans la rue et je lui faisais une piqûre. Et ainsi, j'ai pu le garder encore 2 ans grâce aux piqûres. Quand il est mort, j'ai pas pleuré du tout, par contre. Mais je pouvais pas dire que Moulouk était mort. Je pouvais pas le dire, ça pouvait pas sortir de ma bouche. Et ce jour-là, Jean Cocteau déjeunait avec moi, et je lui ai pas dit que Moulouk était mort. Et 8 jours après, il revenait déjeuner, et il me demande des nouvelles de Moulouk, et je lui ai dit, il est mort la dernière fois que tu es venu. Mais comment est-ce que tu as pu ne pas me le dire? J'ai dit, ça pouvait pas sortir de ma bouche, et je l'ai caché à tout le monde, parce que je me suis dit, les journaux, les radios, tout le monde va m'interviewer sur la mort de Moulouk, et être ridicule, parce que je vais être dans la situation de quelqu'un qui a perdu un enfant, et je trouve ça un peu grotesque, si vous voulez, et je préférais me taire. Alors je l'ai caché. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Beaucoup de ces dieux ont péri, c'est sur eux que pleurent les saules. Le grand Pan, l'amour, Jésus-Christ, sont bien morts et les chats miaulent. Dans la cour, je pleure à Paris, moi qui sais des laits pour les reines, les complaintes de mes années, des hymnes d'esclaves aux murènes, la romance du mal-aimé et des chansons pour les sirènes. L'amour est mort, j'en suis tremblant. J'adore de belles idoles, les souvenirs lui ressemblant. Comme la femme de Mosole, je reste fidèle et dolent. Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes, et nos baisers mordus, sanglants, faisaient pleurer nos fées marraines. Mais en vérité je l'attends avec mon cœur, avec mon âme. Et sur le pont des reviens-t'en, si jamais revient cette femme, je lui dirai je suis content. Mon cœur et ma tête se vident, tout le ciel s'écoule par eux. Ô mes tonneaux des Danaïdes, comment faire pour être heureux comme un petit enfant candide? Je ne veux jamais l'oublier, ma colombe, ma blanche rade, ô marguerite exfoliée, mon île au loin, ma désirade, ma rose, mon giroflier. Malheur, Dieu pâle aux yeux d'ivoire, tes prêtres fous t'ont-ils paré, tes victimes en robe noire ont-elles vainement pleuré? Malheur, Dieu qu'il ne faut pas croire. Et toi, qui me suis en rampant, Dieu de mes dieux morts en automne, tu mesures combien d'empans j'ai droit que la terre me donne, ô mon ombre, ô mon vieux serpent. Au soleil, parce que tu l'aimes, je t'ai mené, souviens-t'en bien. Ténébreuse épouse que j'aime, tu es à moi en n'étant rien, ô mon ombre en deuil de moi-même. L'hiver est mort tout enneigé,
On a brûlé les ruches blanches. Dans les jardins et les vergers, les oiseaux chantent sur les branches le printemps clair, l'avril léger. Voie lactée, ô sœur lumineuse, des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivrons-nous d'Ahan ton cours vers d'autres nébuleuses. Jean Marais sera resté fidèle à sa commune d'adoption. Sur la petite place de l'église Sainte-Anne, les anonymes d'ici ou d'ailleurs sont venus lui rendre hommage. Saint-Quentin dans l'Aisne, parce qu'on a toujours aimé ce que faisait Jean Marais par rapport au secours populaire. Il a beaucoup donné, donc on pense qu'on peut quand même venir faire un tour. Lui rendre hommage. Il a mené beaucoup à Valoris. Il a apporté beaucoup à Valoris. Ça vous a fait plaisir qu'il décide d'être enterré à Valoris? Oui, oui, beaucoup. Parce qu'il fait partie de notre famille, de notre grande famille. Pour la cérémonie, sa famille du spectacle, toutes générations confondues, est venue témoigner l'admiration qu'elle porte à un homme, à une voix qui a retenti dans l'église. Je suis mort. Je peux te parler ce matin parce que tu somnoles. Au premier rang, des visages moins connus. Serge, son fils adoptif, les potiers Jo et Nini Pasquali, son deuxième foyer. Cocteau était aussi présent. Jean Marais est parti dans le monde d'Orphée. Il ne nous a pas quittés. Il n'aura pas même à traverser les miroirs dans le sillage de l'ange Heurtebise pour occuper la place qui est la sienne désormais parmi nous, celle d'un éternel retour. Je ne peux pas imaginer qu'il n'est plus là. Cette cérémonie était, et je le dis dans le meilleur sens du terme, était très simple. Il était formidable et je dirais dans le meilleur terme de... Enfin, dans la meilleure... Je suis un petit peu émue. Jean Marais repose dans le vieux cimetière de Valoris. À Paris, une autre cérémonie sera organisée pour le poète disparu.